collectif des festivals, c'est une association qui regroupe 28 festivals en Bretagne qui sont tous signataires d'une charte qui est la charte des festivals engagés pour le développement durable et solidaire. Et notre rôle, nous, c'est en fait de les accompagner par du conseil individuel, de l'accompagnement collectif, en favorisant la mise en commun des expériences, en favorisant les échanges, en mettant à disposition des ressources documentaires. On fait aussi des formations, des rencontres pro, des ateliers. Ok, d'accord. Peut-être qu'il y a, par exemple, il y a quel festival en Bretagne Alors il y a plein de sortes de festivals. On est vraiment du coup sur festival culturel, mais ça peut être du spectacle vivant, mais pas que. On a aussi le festival de photo, festival de cinéma. C'est pas que de la musique. C'est pas que de la musique. Donc voilà, c'est culturel. Et dans la musique, on a des musiques actuelles et des musiques trad. On a des festivals de théâtre pluridisciplinaires et de toutes les tailles aussi. On a des festivals qu'on appelle petits festivals, des festivals plus importants, comme les Trans par exemple ou l'Interceptique de Lorient. Dans les plus petits, on a les Bordées de Cancale, Algorithme qui se passe à Aradon. Et puis voilà, avec des configurations différentes. Ça peut être des festivals comme les Trans en Parc Expo, Panorama également est dans un parc expo. On a des festivals en plein air, en prairie, comme le Festival du Bout du Monde. Il y a des festivals en cinéma, du coup, Travelling à Rennes. Donc dans l'espace public comme les Tombées de la nuit. Il y a plein de sortes de configurations et puis il y a des équipes avec des grosses équipes de salariés, 10-15 personnes à l'année et puis des équipes aussi entièrement bénévoles. Okay. Et donc comment ça se traduit en fait l'impact qu'un festival peut avoir de manière solidaire ou écologique? Comment ça se traduit? Alors c'est vrai qu'il y a plein de... on intervient vraiment, on peut intervenir sur beaucoup de sujets en fait. Parce que tout ce qui est mode de production, donc comment on construit le festival, on peut le faire par le prisme du développement durable et solidaire ou ce qu'on appelle aussi la responsabilité sociale et environnementale. Donc il y a tout ce qui est du côté environnemental, donc c'est des choses assez connues, c'est les déchets, réduction des déchets, tri des déchets, l'énergie, même si c'est un peu compliqué, mais voilà, les sources d'énergie, les économies d'énergie. Et puis un gros point très impactant pour l'environnement sur les festivals, comme dans n'importe quelle autre activité humaine, c'est les transports et les déplacements des publics. En fait. Donc ça, on a particulièrement travaillé là-dessus. Ça, c'est pour le côté plus environnemental. Alors il y a aussi tout ce qui est toilettes sèches pour les économies d'eau, etc. Sur le côté, il y a tout un pan autour du social et particulièrement de l'accueil des publics. Donc c'est l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, c'est la prévention, la réduction des risques en milieu festif, c'est par exemple tout ce qui a trait au bénévolat, comment on accueille, comment on valorise les bénévoles, les ressources humaines, salariés aussi, parce que voilà, il y a des équipes salariées. Ça peut être la restauration, l'alimentation qu'on offre aux festivaliers, les tarifs, faire en sorte d'être le plus accessible possible. Et puis sur le côté plus économique, le troisième pilier, donc qui est plutôt l'économique, c'est comment un festival arrive à pérenniser ses activités, quel équilibre budgétaire il peut mettre en place, et puis quel impact il a aussi économique sur son territoire et auprès par rapport à ses prestataires locaux, ses achats, ses fournisseurs, etc. Donc ça a l'air d'être beaucoup de travail, surtout si vous avez beaucoup de festivals. Vous êtes combien dans le collectif? On est 3 actuellement, 3 salariés, et on passe à 4 salariés tout début janvier parce qu'on a une nouvelle mission. Parce que jusqu'à là on avait nos festivals adhérents et puis c'est vrai qu'on avait une mission d'un peu de diffuser ce qu'on travaillait au sein des adhérents à un plus large public. Et là vraiment on va développer cette mission de transmission de ressources avec plus de rencontres de formation, plus de ressources documentaires et puis un accompagnement de premier niveau qu'on appelle le pré-diagnostic, c'est-à-dire en fait c'est un service gratuit aux manifestations culturelles bretonnes de faire un état des lieux de leur démarche de responsabilité sociale et environnementale et de leur fournir des préconisations pour s'améliorer en fait. Et tout ça c'est gratuit. D'accord. Donc vous parlez aussi de comment on peut rendre un festival périn. Je sais que même les charrues, je crois qu'ils craignent tous les ans que le festival s'arrête en cas de gros problèmes. Est-ce que c'est le cas de beaucoup de festivals? Est-ce qu'il y en a vraiment qui ont des fonds pour... Ouais, les équilibres sont assez fragiles effectivement au niveau budgétaire parce qu'en fait ce qu'on remarque c'est que même quand un festival fait une bonne année, c'est certains qui le disent, c'est pas le cas de tous, mais certains nous font remonter que on a fait une très bonne année, on a fait beaucoup de complets, il a fait beau, donc il y a aussi les gens qui sont venus, qui ont mangé, qui ont bu au bar, tout ça, et malgré ça,
même les très bonnes années, ils sont tout juste à l'équilibre. D'accord. Certains. Donc c'est vrai que ça c'est un peu compliqué et qu'il faut toujours se réinventer parce que, alors c'est pareil, les modèles économiques sont assez différents, même dans nos 28, nous il y en a qui sont très autofinancés et d'autres qui sont très financés par les collectivités publiques, ça dépend vraiment de leur histoire en fait. Et sauf que c'est amené à changer, enfin voilà, et c'est vrai que si on est très subventionné par les collectivités publiques, il faut faire attention parce que les budgets sont en baisse et c'est de plus en plus compliqué. Et en même temps, quand on a de l'autofinancement grâce aux recettes de billetterie et aux recettes bar et restauration, on n'est pas à l'abri d'un four une année parce qu'on est en plein air, qu'il a fait pas beau, parce que la programmation a moins séduit. Et donc c'est de toute façon toujours précaire. Mais après, c'est vrai que la plupart des festivals, nous sur nos 28, il y en a 27 qui sont sous la forme associative. Et du coup, ils ne sont pas dans une optique de rentabilité, de faire du chiffre. Mais il faut quand même être à l'équilibre, voire même un peu plus, pour pouvoir réinvestir dans le projet et développer les choses. Et ce n'est pas toujours possible de faire mieux, de faire plus tous les ans. C'est pas toujours possible au vu des budgets. Et du coup, ça fait combien de temps que vous travaillez avec les Transmusicales ? Les Transmusicales, c'est un festival fondateur du collectif. Donc le collectif il existe depuis 2005 à l'initiative de 6 festivals. Et les Trans, c'est le festival moteur de la création du collectif. La co-directrice des Transmusicales, Béatrice Massé, a été longtemps notre présidente en fait. Elle a juste passé la main il y a 2-3 ans. Ouais. Okay. Et du coup, par exemple, est-ce que vous avez quelques exemples des actions que vous menez, du coup, que vous avez menées avec les Transmusicales pour améliorer, par exemple, les navettes, je sais pas. Alors, sur les trans avancent pas mal tout seuls parce qu'ils ont une équipe assez structurée, mais ils sont quand même toujours en demande d'accompagnement. Sur les transports, ils étaient déjà bien calés. Parce que voilà, il y a l'histoire du TER, de navettes. Je sais que ma collègue Cécile, du coup, qui accompagne les festivals, elle est vraiment chargée d'accompagnement, a beaucoup travaillé avec Yvan, qui est chargé de l'accueil des publics et de la relation publique. Ils ont beaucoup travaillé l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, et en particulier l'information et la communication vers ces personnes pour leur dire voilà comment vous pouvez venir, comment vous pouvez profiter au mieux du festival. Il y a notamment eu ça. Alors après, en plus, les trans sont aussi un moteur parce qu'ils sont dans la formalisation, dans l'idée vraiment de la méthodologie développement durable, ils sont très avancés parce qu'ils ont la certification ISO 20121 qui est donc une norme de management pour les événements responsables. Et c'était le premier festival en France à être certifié, et je crois que depuis il n'y en a qu'un seul autre qui est, je crois, dans le sud. Donc là-dessus ils ont vraiment une culture de la méthodologie, de la formalisation qui est intéressante, notamment pour d'autres festivals chez nous qui peuvent faire des choses, plein d'actions très très bien, mais qui n'ont pas forcément écrit, formalisé et projeté à plusieurs années en fait. Donc ils ont vraiment c'est très intéressant. Et puis voilà, ouais, ils ont souvent, c'est un festival qui aime expérimenter, qui aime tenter des choses. Il y a par exemple tout ce qui est éclairage basse consommation, le Green Light là qu'ils ont d'abord testé aux Libertés, puis après qu'ils ont amené grâce à un partenaire à eux qui est devenu un mécène. Il y a plus de 50% je crois des éclairages qui sont en basse conso dans les halls 3 et 9 il me semble. Voilà, il y a plein de choses. Je sais pas ce qu'ils peuvent. Enfin voilà, les trans ils font beaucoup de choses. Il y a eu un travail de fait autour de la restauration à une époque, quand il y avait que des restaurateurs ambulants qui venaient. Le collectif avait travaillé avec eux pour mettre en place une charte pour que les restaurateurs ambulants introduisent de plus en plus chaque année un pourcentage de plus en plus important de produits bio, par exemple. Bon, après, il a fallu revoir le système, ça a été un peu compliqué, mais voilà, il y a eu ça aussi. Et puis il y a plein d'autres choses qui roulent, la prévention et la réduction des risques, ça roule pas mal chez eux parce qu'ils sont aidés par le système Prévenville, le dispositif Prévenville qui est du coup voilà un dispositif qui fonctionne sur Rennes Métropole avec des associations spécialisées dans la prévention et la réduction des risques en milieu festif. Voilà, il y a plein de choses. Okay. Et du coup, pour l'instant, vous êtes 28 festivals. Est-ce que vous avez vocation à vous étendre encore plus, peut-être à l'international, je sais pas. Alors, on reste, nous, pour le moment, on est sur vraiment la région Bretagne administrative, sur les 4 départements, parce que c'est lié aussi à nos financements. On est très soutenu par la région Bretagne, par l'ADEME Bretagne, on est soutenu par les 4 départements.
par la DRAC Bretagne et la DREAL Bretagne. Donc voilà, nous on a et puis c'est une échelle aussi qui est intéressante, régionale, c'est ni trop petit ni trop grand, parce qu'il faut aussi que les festivals puissent se rencontrer. Après au niveau du nombre, nous on n'est pas dans une démarche de prospection pour avoir des nouveaux adhérents, parce qu'on veut les accompagner correctement et que voilà, on n'est quand même pas une équipe extensible, et que voilà, il y a un accompagnement individuel qui se fait. Là, 28 c'est déjà pas mal. Après voilà, quand il y a des festivals qui ont envie, qui sont motivés, voilà, nous on va pas les chercher, mais s'ils ont envie, c'est avec plaisir qu'on les accueille. Et puis voilà, il y a cette nouvelle mission là qu'on démarre juste auprès des manifestations culturelles non adhérentes, qui va nous permettre d'étendre aussi notre action vers d'autres événements qu'on ne touchait pas forcément, qui sans être adhérents vont quand même pouvoir profiter de l'expertise qu'on a développée en 10 ans en fait d'accompagnement de nos adhérents. Okay. Donc ici sur le modèle économique du festival, c'est surtout de l'autofinancement ou il y a une partie de subvention? C'est très disparate en fonction des 28. Musicale. Alors autant, j'ai pas le détail en tête, et puis ça, je pense que le mieux c'est vraiment de demander aux trans pour leur modèle économique. Mais nous dans les 28, il y a des festivals très autofinancés, Panorama par exemple, de plus en plus chaque année, je crois que c'est 90% il me semble, ou même 95% peut-être maintenant. Et puis il y a des festivals qui, par exemple les Tombées de la Nuit, qui sont pas mal subventionnés, mais parce que c'est lié à leur histoire. C'était d'abord un festival qui était organisé par la ville de Rennes en fait, et qui après a été confié à une association. D'accord. Mais du coup l'histoire fait que ils sont... donc ça, c'est vraiment très, très divers. Après en Bretagne on a la chance, dans l'étude qu'on a fait sur les schémas économiques 2009-2012, on a fait une comparaison aussi avec les festivals des autres régions, et la région Bretagne soutient plus que les autres régions. Donc là-dessus on est assez privilégiés. À côté de ça par contre, les 20 festivals sur lesquels on a fait de l'étude sont beaucoup moins allés vers le sponsoring, le mécénat, les partenariats privés. L'État aussi s'est pas mal désengagé, il y a très peu de festivals qui ont des aides de la DRAC en fait. Voilà, mais après c'est vraiment, on a des modèles très très différents en fonction de s'il y a une équipe salariée, de s'il y a aussi d'autres activités à l'année. Les transmusicales, elles ont par exemple l'UBU, donc la gestion d'une salle de spectacle. Certains festivals qui sont juste bénévoles on a un festival, le festival Le Buguélès par exemple, c'est que des bénévoles, et il y a un festival, il est en biennale, du coup c'est tous les 2 ans, il n'y a pas d'autres activités. C'est vraiment très différent, donc les modèles économiques sont très différents, et du coup là-dessus on a un petit... voilà. On a la synthèse en tout cas de l'étude sur 20 de nos festivals. D'accord. Et donc vous travaillez encore, donc là ici vous présentez vos services dans Transmusical, c'est ça? Ouais, c'est ça, on a tous les ans un stand, mais cette année c'était un peu plus important parce que justement, jusque-là on n'avait pas forcément vocation à beaucoup communiquer en fait, parce que voilà, on est un collectif, mais là avec la nouvelle mission, c'est intéressant qu'on la fasse connaître, et que les manifestations culturelles non adhérentes se disent ah oui, moi aussi je peux en profiter. Donc il y a toujours ce stand, et puis on organise toujours des rencontres aussi depuis vraiment plusieurs années. On organise des rencontres sur les rencontres et débats, et on en avait 2. On en avait une jeudi sur les nouvelles réglementations en termes de gestion sonore. Donc il y a une nouvelle, la loi va changer, va évoluer en 2017. Et puis on avait un ciné-échange ce matin sur justement le financement des festivals, avec la diffusion d'un documentaire qui s'appelle Financer, c'est pas festoche, sur justement comment on fait et comment on trouve des alternatives aux subventions publiques. Mais c'est un reportage qui est positif quand même, qui donne des idées de comment on peut travailler ensemble, coopérer entre acteurs culturels, mutualiser pour continuer à exister en fait. Okay. Je ne sais pas du tout si c'est dans le cadre de vos fonctions, mais est-ce que le risque terroriste c'est quelque chose que vous conseillez ou pas? Le risque terroriste, je veux dire pendant les festivals. Oui. Alors effectivement, on n'a pas, pour l'instant on n'a pas vraiment travaillé. Alors, il y a quelques années on avait déjà fait une rencontre, mais c'était en 2011 je crois, donc le contexte n'était pas le même. On a fait une rencontre sur la sécurité, mais justement donc il y a 3 festivals avec lesquels on organise des rencontres professionnelles, c'est les Trans, Panorama et Astropolis pendant l'édition d'hiver. Et du coup, sur Astropolis hiver, là, donc en janvier, le 16 ou le 18, on n'a pas encore quelle est la date, on fait donc la rencontre, la sécurité et l'accueil des publics
Et là, c'est vraiment par rapport au contexte. Donc, il y a voilà, une petite table ronde, des ateliers aussi, pour comment, enfin voilà, des ateliers, il y a plusieurs ateliers. Il y a notamment la question de voilà, comment on finance ces demandes de sécurité de plus en plus importantes. Enfin, ça, c'est vraiment effectivement un sujet assez important en ce moment. En septembre, là, le 27, on a fait notre réunion de rentrée. Donc, tous nos festivals viennent et puis on fait le bilan un peu, vaut plus, vaut moins, comment ça va, c'était comment la dernière édition. Et là, c'est un point qui est revenu pas mal, notamment effectivement le 13 novembre, là du coup, juste après, c'était en plein Yaowank, les trans sont arrivés vraiment pas longtemps après, enfin voilà, il y a eu tout un contexte et puis on est encore en état d'urgence, hein, donc ouais, c'est une préoccupation importante parce que ça demande une logistique très particulière, ça demande des moyens aussi clairement pour les festivals, donc c'est voilà comment on va continuer à pouvoir effectivement être dans les clous sur la réglementation en termes d'accueil des publics et de sécurité, tout en préservant quand même les budgets artistiques parce que c'est quand même un petit peu important. On va pas mettre tout l'argent dans la sécu, il faut qu'il y ait moyen de programmer des artistes aussi, quoi. Et donc la sécurité est devenue de plus en plus importante depuis ces 2 dernières années ? Ouais. Alors c'est un courant quand même assez qui datait d'avant les attentats de 2015 du coup. On voit effectivement une progression en termes dans les budgets de tout ce qui est frais liés à l'accueil, à la sécurité. Alors à la sécurité, voilà, mais aussi à l'accueil parce qu'on a un public de plus en plus exigeant. Tout ça, on a remarqué ça dans notre étude sur les schémas économiques. Et là, forcément, après les attentats, ça s'est renforcé. Enfin, il y a certains festivals qui reçoivent la note de la police, par exemple. Enfin, voilà, il y a des choses... parce que voilà, ça demande des renforts humains et que voilà, certaines préfectures veulent mettre également les festivals à contribution. Du coup, ça peut être un peu compliqué parce que c'était pas forcément prévu dans les budgets. Alors là, je crois qu'il y avait un fonds d'urgence, hein, il me semble, pour aider les festivals, les événements à faire face à cette... voilà, parce que c'est plus d'agents de sécurité, donc c'est plus de masse salariale, enfin, des factures plus grosses avec les boîtes de sécu, c'est beaucoup de choses, hein, c'est plus de barriérage, c'est plus de... Et donc on peut dire que ça a fragilisé quand même la base économique. Bah ça aide pas. C'est clair que ça aide pas. Est-ce que ça se ressent au niveau du nombre de festivaliers qui vient ? Est-ce qu'il est en diminution ? Alors ça, je saurais pas le dire. Je crois pas. Il me semble que ça non, je pense pas. Je pense pas. S'il y avait eu, on s'est posé plutôt la question en termes, par exemple, économiques. Est-ce que, avec la crise économique, les gens ont moins de moyens. Enfin voilà. Et en fait, les festivals là-dessus ont été assez préservés par rapport aux salles. Il me semble que du coup, c'est quand même resté. Le festival est quand même resté un lieu de loisirs, un peu comme de vacances, donc qui passe dans un budget différent de celui d'une salle de spectacle, qui est plus dans le budget du quotidien. Donc ça. Et par contre, je crois pas qu'il y ait eu moins de. Je crois que le mot d'ordre a été quand même on continue à vivre, on ne va pas s'arrêter. Enfin, on a beaucoup entendu ça. Et je ne crois pas qu'il faudrait demander aux trans sur l'édition 2015, qui était vraiment juste après les attentats du Bataclan, est-ce que ça a changé quelque chose en termes de fréquentation, mais je ne suis pas sûre. Je crois qu'ils étaient quand même complets le samedi l'année dernière. Là, cette année, ils sont complets vendredi et samedi. Donc je pense que non. Je pense qu'en termes de fréquentation, ça n'a pas joué. De manière générale, les festivals en Bretagne se portent plutôt bien. Ça va, on l'a vu sur... alors voilà, à différents niveaux, mais par rapport... il y avait eu cette carte aux crises là, qui était sortie, donc une carte de France participative en numérique, où on pouvait mettre, voilà, quand on connaissait une structure culturelle ou un festival qui était annulé, ou une structure qui disparaissait. Et en Bretagne, les festivals étaient assez préservés. Par contre, c'est vrai qu'on a perdu... 3 structures de ressources en fait, qui étaient les agences départementales. Donc il y en avait 4 dans les 4 départements. Il y avait la DAF 56, Itinéraire bis dans les Côtes d'Armor, Art et Vivant en Ille-et-Vilaine et Musique et Danse en Finistère. Et sur les 4 là, depuis cette année, il n'y en a plus qu'une, il n'y a plus que Musique et Danse en Finistère. Okay. Dans les Côtes d'Armor, ça a disparu. Et en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan, ça a été avalé par le conseil départemental en fait, voilà, pour faire des économies. Mais sinon, les festivals, il y en a certains qui ont disparu, hein, mais après, il y a aussi c'est aussi contrebalancé par... il y a beaucoup de festivals qui disparaissent, il y en a beaucoup qui apparaissent aussi. Et vous contribuez du coup à la naissance de festivals aussi ? Non, nous on n'est pas du tout là-dedans. On pourrait, à la rigueur, parce que notre collectif a il y a d'autres dispositifs un peu semblables dans d'autres régions en France, et on est en réseau, on se voit 1 ou 2 fois par an, c'est cela. Et on a écrit une charte, voilà,
nos valeurs, qu'est-ce qui nous rassemble. Et comme mission, on s'est donné d'aider, s'il y avait besoin, à la naissance de dispositifs comme le nôtre dans les régions où il n'y en a pas en fait. D'accord. Donc nous on conseille, voilà, s'il y a des manifestations culturelles, des festivals, je sais pas, en Normandie par exemple, qui disent c'est dommage, on n'a rien chez nous, on dit nous on peut venir témoigner de notre expérience pour vous aider à monter la même chose et avoir un dispositif d'accompagnement comme le nôtre dans votre région, parce que nous on ne peut pas aller.